Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence sur le couple, sur comment mieux communiquer en couple. Alors, je vais commencer par me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Caroline Roux, je suis coach professionnel et personnel certifié. Je suis aussi formée en thérapie. Donc, j'accompagne les hommes et les femmes. J'ai à 99% des femmes qui viennent me voir, mais j'accompagne aussi voilà, les hommes. Donc, j'accompagne ces personnes-là en fait dans leur transformation intérieure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je les aide à apaiser leurs émotions et à apaiser leurs relations. Voilà, leurs relations avec eux-mêmes, mais aussi leurs relations avec leur entourage ou leurs relations voilà, à leur activité professionnelle ou dans tous les domaines de leur vie. Et en fait, il s'opère un travail de déconditionnement, parce qu'on est beaucoup sur le déconditionnement, et au plus on enlève des couches, un petit peu comme les couches d'un oignon, en fait, au plus on enlève des couches et au plus on accède à ce qu'il y a réellement à l'intérieur des personnes. Et donc, à ce moment-là, elles commencent à découvrir leur, voilà, leur trésor intérieur, on pourrait dire, leur talent caché. Et on travaille beaucoup aussi sur les croyances limitantes, évidemment aussi sur les blessures. Et puis, peu à peu, les personnes reprennent confiance en elles et osent plus passer à l'action. Alors, donc, je vais vous partager mon écran. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation? Eh bien, on va tout d'abord aller voir ce qui signifie la communication, parce que ça a l'air facile et pourtant, voilà, il y a plein de notions très intéressantes qui sont derrière ce mot-là. On ira voir ensuite ce qu'est le système SAP et la méthode ESPER. Et puis, on ira voir des outils concrets à appliquer directement en fait, dans votre quotidien. Alors, donc les 4 piliers du couple. Donc, on peut voir sur ce schéma que dans les 4 piliers du couple, eh bien, on va retrouver, bien évidemment, vous doutez, la communication, mais on va aussi trouver la confiance, les projets communs et la sexualité et la tendresse. Donc là, on est vraiment sur les 4 piliers du couple pour qu'une relation soit solide et durable. Donc, dans les causes de rupture, alors là, c'est un mix de plusieurs sources sur Internet que j'ai pu trouver. Mais en tout cas, dans ce qu'on va toujours plus ou moins retrouver, ça va être ces domaines-là. Donc, ce qui est intéressant là aussi de voir, c'est que la communication est largement la première cause de rupture dans les couples, donc le manque de communication finalement. Donc, on va y retrouver aussi l'adultère, on va y retrouver le désir sexuel quand il n'est plus là, ça peut être aussi l'argent, et puis il y a plein d'autres causes, comme ça peut être les enfants, etc. Ou le manque de projets communs. Alors, la communication, donc j'ai tiré cette définition d'un dictionnaire qui est un dictionnaire de la langue des oiseaux. Je ne sais pas si vous connaissez, la langue des oiseaux, c'est une autre manière en fait de venir voir le sens caché en fait des mots et des lettres. Donc, qu'est-ce que ça nous dit en fait? Ça nous dit qu'une communication, c'est une forme d'empathie active dans la relation. Donc, la communication ne serait pas seulement un transfert d'informations d'une personne vers une autre, mais elle suppose bien une ouverture du cœur qui mette l'un et l'autre en mouvement. Déjà, rien que dans cette définition, on a énormément de clés, mais on va les détailler tout ça au fur et à mesure de la présentation. Donc, car celui qui communique, ce que ça nous dit, est à la fois commun et unique. Donc,
La personne qui communique est à la fois autant présente à l'autre qu'à elle-même. Donc, la communication se joue dans les deux sens à la fois. Donc, dans la position de dialogue, d'expression, et à la fois dans la position d'écoute et de compréhension. Et donc, une relation ne peut être durable que si chacun des partenaires adopte à son tour chacune de ces deux positions. Donc, dans la position de dialogue et d'expression, et être à la fois dans la position d'écoute et de compréhension. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des relations? Eh bien, dans la plupart des relations, on va retrouver un système anti-relationnel, en fait, qui domine. Et donc, c'est ce fameux système SAP. Donc, le système SAP, c'est un système qui a été élaboré par Jacques Salomé, qui est un psychosociologue qui a écrit de nombreux ouvrages sur les relations humaines. Et donc, ce système SAP, eh bien, ça signifie un système qui est sourd, aveugle, pernicieux, pervers et énergétivore. Et donc, dans ce système d'anti-communication, finalement, eh bien, il va être reconnaissable par la prédominance d'injonctions, de menaces, de dévalorisation et de disqualification, de culpabilisation, de chantage. Et on va venir retrouver dans ce système-là le fameux « tu qui tue ». Donc le « tu devrais faire ça, tu devrais arrêter ». On va aller voir juste après ce que ça signifie. Bien justement, donc qu'est-ce que signifie l'injonction, par exemple? Eh bien, ça va être quand on va dire à l'autre « tu dois ». Hein, tu dois ranger le linge, tu dois aller chercher les enfants à l'école, ou le « il faut ». Hein, il faut que tu fasses ça, ou bien tu devrais moins manger, puisque voilà, moi je ne m'autorise pas à manger, donc toi tu devrais vraiment moins manger, parce que sinon tu vas grossir, par exemple. Il peut y avoir aussi voilà, tout ce qui est mépris, condescendance et dévalorisation. Donc là, ça va être plutôt tu n'aurais jamais dû faire ça, ou tu ne peux pas dire ça. Et puis, si tu avais suivi mon conseil, tu n'en serais pas là. On va retrouver aussi les menaces. Donc attention, si tu fais ça, je te quitte. Attention, si tu agis comme ça, tu ne viendras plus dans ma famille. Attends, voilà, tout ce qui est menace. On va retrouver la culpabilisation. Donc c'est ta faute si je me sens mal. La comparaison, ta sœur est bien plus douée que toi dans ce domaine-là. La projection, mais c'est pour toi que je fais tout ça. C'est pour toi que je le fais. Donc, rends-toi bien compte. On va retrouver aussi les généralisations. Donc, tu n'es jamais d'accord. Ou bien, tu es toujours en retard. Tu ne fais jamais attention à moi. Et donc, le non-positionnement aussi, qui est si tu veux, comme tu voudras. Voilà, là aussi, on a l'impression que ça peut avancer la relation, mais pas du tout, parce que non seulement celui qui dit si tu veux comme tu voudras, il ne se positionne pas, et en plus l'autre en face, il va se dire ouais, tu sais jamais ce que tu veux en fait. Voilà. Alors ce système SAP, eh bien, il entretient des rapports de dominant-dominé. Donc en d'autres termes, des rapports de soumission et opposition. Donc qu'est-ce que ça suppose? Alors, la soumission, donc la personne qui va plutôt adopter la position de soumission, eh bien, elle va être plutôt dans la pseudo-acceptation, dans une forme de passivité-dépendance. Et puis, de l'autre côté, la personne qui va être plutôt, donc le partenaire qui va être plutôt dans l'opposition, eh bien lui, il va plutôt être dans le rejet, dans le refus et dans l'agressivité. Donc, on voit que dans les deux systèmes, eh bien, c'est totalement, le couple est totalement déséquilibré en fait. La relation de couple est déséquilibrée. Alors, on peut venir comparer donc cette fameuse système de soumission-opposition avec le fight or flight. Donc, qu'est-ce que ça signifie le fight or flight? Eh bien, lorsqu'on se sent attaqué,
Donc, quand dans le couple, on va beaucoup utiliser le système anti-relationnel, donc, qui est le système de communication SAP, eh bien, va se mettre en place en fait une réponse instinctive, une réponse primaire. Et donc, qui dit réponse instinctive primaire dit eh bien, je ne contrôle pas du tout mes émotions et je ne contrôle pas non plus ce qui sort. Et du coup, qui dit que je suis dans une forme de réaction. Je ne suis plus dans l'action, mais je suis dans une réaction. Et c'est notamment du coup une réaction physiologique qui va se produire au niveau de notre système sympathique, au niveau de notre cerveau. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a 3 phases en fait dans ce fight or flight. Donc, il va y avoir une réaction d'alarme. Donc, c'est le stade initial où eh bien, notre organisme il reconnaît une agression. Donc, quand on se prend un fameux tu qui tue, mais tu n'aurais jamais dû faire ça. Eh bien, dans ces cas-là, voilà, il y a une réaction d'alarme qui est détectée et eh bien, automatiquement, malgré nous, on va se mettre en position, on va se préparer à agir. Donc, on va se mettre en position soit de combat, soit de fuite. Donc là, on peut vraiment y voir le parallèle entre celui qui va être plutôt dans l'opposition, dans le combat, et puis peut-être notre personne qui va avoir plus un système de fuite qui va se mettre en place et qui va être plus dans la soumission, le rejet et la dépendance. Et donc ces réactions, évidemment, elles impliquent les systèmes nerveux et le système endocrinien. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est le stade de la résistance. Donc là, c'est l'organisme, il s'adapte à un stresseur persistant. Et puis, il va réguler les perturbations provoquées par la réaction d'alarme. Donc, c'est vraiment notre organisme qui va commencer à s'adapter à ce stresseur qui commence à durer dans le temps. Et puis, la troisième phase, eh bien, c'est le stade de l'épuisement. Ce stade, il est atteint vraiment quand on est en présence en fait, d'une agression qui est permanente. Voilà, on se prend tout le temps en fait, on se prend tout le temps des remarques, on se prend tout le temps tu n'aurais jamais dû dire ça, tu n'aurais jamais dû faire ça, on se fait tout le temps attaquer et en fait au bout d'un moment l'organisme ne parvient plus à compenser la réaction d'alerte chronique et voilà, on se sent épuisé en fait. Alors il y a une image qui est intéressante, enfin c'est plus qu'une image, c'est carrément tout un système encore élaboré toujours par Jacques Salomé, donc qui est la fameuse écharpe relationnelle. Donc, en fait, ça nous permet de comprendre, au travers de cette image, que dans un couple, et d'ailleurs dans toute relation, eh bien, il y a toujours donc moi qui suis dans un bout de la relation, et à l'extrémité de cette relation, eh bien, il y a l'autre, évidemment, l'autre personne. Pour qu'il y ait une communication, il faut bien qu'il y ait 2 personnes. Mais entre nous, entre les 2 personnes, il y a bien une relation, en fait, qui est établie. Et donc, cette écharpe relationnelle, elle vient mettre en lumière notre responsabilité, en fait, dans cette relation. Donc, la responsabilité qu'a chacun des 2 protagonistes, en fait. Qu'est-ce que je choisis de faire passer, en fait, dans cette relation? Qu'est-ce que je choisis de faire passer et qu'est-ce que je choisis aussi de recevoir et comment est-ce que je choisis de recevoir les choses? Et l'un et l'autre, en fait, c'est la même chose pour chacun des bouts de l'écharpe, pour chacun des bouts de la relation. Donc là, on le voit sur le petit schéma, chacun est responsable de son bout de la relation. Donc on voit la femme qui s'exprime et qui dit moi, de ce que je dis, exprime, ressent et fait. Et puis l'autre, donc le mari qui comprend, ah oui, d'accord, l'autre est responsable dans ce qu'il dit, dans ce qu'il exprime, dans ce qu'il ressent et dans ce qu'il fait. Voilà. Mais le mari est tout aussi responsable de la même chose. Lui aussi, de ce qu'il dit, de ce qu'il exprime, de ce qu'il ressent et de ce qu'il fait. C'est chacun des 2. Alors, bonne nouvelle, il n'y a pas que le système SAP qui existe, il y a d'autres méthodes, bien heureusement, pour pouvoir avoir une meilleure communication. Eh bien, ça va être la méthode ESPER. Donc, ESPER, ça signifie, c'est une énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle. Donc, qu'est-ce qu'on va venir retrouver dans la méthode ESPER? Eh bien, ça va être plutôt parler à l'autre, éviter de parler sur l'autre, ne plus accepter de laisser parler l'autre sur moi, prendre conscience de ce que chacun émet dans la relation, favoriser l'accès au ressenti en permettant le partage du vécu de chacun, dépasser l'affrontement pour privilégier la confrontation,
renoncer à la recherche d'approbation et prendre le risque de se différencier. Donc voilà, donc là, il y avait une notion importante. C'est différent d'être dans l'affrontement, où là, on est vraiment dans une notion de combat, plutôt que d'être dans une confrontation, où l'un et l'autre, en fait, va venir confronter ses idées et son point de vue. C'est pas pareil. Et donc, surtout dans cette méthode, ben, ça nous dit que on vient ne plus confondre en fait le sujet, donc celui qui parle, et l'objet, ce dont on est en train de parler. Alors, donc sur cette slide, on va retrouver eh bien, les deux modes de relation que l'on vient de voir. Donc, le fameux système SAP qui est largement utilisé, malheureusement, hein, que ce soit dans les relations de couple ou dans les relations en général, hein, les relations en famille, les relations au travail. Et puis, bah, l'autre méthode, en fait, qui est la méthode ESPER. Donc, le système SAP, ça va être plutôt un mode de relation, comme on l'a vu, donc infantile, qui est plutôt fermé. Et là, c'est surtout, on va être dans le réactionnel, on va venir déclencher une réaction chez l'autre. Et puis, évidemment, quand l'autre a déclenché une réaction en face, ben, nous aussi, on va être dans la réaction. Alors que dans la méthode ESPER, eh bien, c'est un mode de relation qui est plutôt créatif, ouvert. Et là, on va vraiment rentrer dans le relationnel plutôt que dans le réactionnel. Alors là, sur cette slide, donc, on peut voir maintenant les 4 piliers. En fait, au début, on a vu les 4 piliers du couple. Là, c'est les 4 piliers de la communication. On pourrait le voir comme ça, de la communication dans un couple, mais dans les communications, dans les relations en général, comme on a pu le voir. Donc, le premier pilier, ça va être la demande. Donc, dans le système SAP, on va plutôt exiger, culpabiliser. Donc, ça va être tu dois me dire ce qui ne va pas. Alors que dans la méthode ESPER, on va plutôt être sur proposer, inviter. Donc, je t'invite à parler. Voilà, je t'invite à me dire ce que tu penses. Donc, sur le deuxième pilier, ça va être le pilier du donner. Donc là, soit on est dans le système SAP et on va être plutôt dans imposer, obliger. Hein, donc, je vais t'acheter ça puisque ça fait 1 an que tu me saoules avec ça, je vais te l'acheter. Et puis, c'est différent de la méthode ESPER où là, on va être plutôt dans l'offrir de bon cœur, en fait, hein, les choses, ou alors stimuler. Je vais venir stimuler la personne. Donc, je donne gratuitement hein, dans ce cas-là. Le troisième pilier, ça va être plutôt donc recevoir. On est sur savoir recevoir hein, l'un et l'autre. Donc, soit dans le système SAP, on va être dans le prendre, arracher. Donc, on peut se retrouver dans dis-moi tout ce à quoi tu penses. Ou bien dans la méthode ESPER, on va être plutôt dans accueillir, amplifier. Donc, voilà, je te sens préoccupé, je te sens stressé. Et là, peut-être que si l'autre il a envie de partager, à ce moment-là, il va venir partager ce qu'il a envie de partager. Et sur le quatrième pilier, donc, qui est savoir refuser, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un système relationnel qu'on est dans l'approbation de tout, bien au contraire. C'est vraiment savoir se positionner. Donc, dans le système SAP, on va être sur s'opposer, rejeter. Hein, de toute façon, quoi que tu me dises, je vais dire l'inverse, vers l'inverse de toi, et puis je vais faire le contraire de ta demande pour être dans j'ai raison, le fameux j'ai raison, tu as tort. Et dans la méthode ESPER, on va être plutôt sur s'affirmer, se positionner. Donc là, c'est plutôt de venir dire, écoute, j'entends ce que tu me dis, mais moi, par contre, j'ai un point de vue différent du tien. Alors, on va voir des exemples plus concrets. Donc, par exemple, s'il y en a un qui dit, tu n'aurais jamais dû faire ça ou tu n'aurais jamais dû dire ça. Là, vraiment, quand tu as dit ça, je ne savais plus où me mettre, j'ai eu honte, ou mais tu n'aurais jamais dû dire ça à ton patron, tu n'aurais jamais dû dire ça à ton ami. Il peut y avoir plein de possibilités. Eh bien là, quand on vient dire ça à l'autre, évidemment, qu'est-ce que ça implique? C'est un jugement, en fait. J'ai mis un jugement sur l'autre, sur la personne. Ça suppose que moi, j'aurais mieux fait déjà dans cette situation-là. Et en plus, ça va tout de suite accuser l'autre. En plus, en le faisant culpabiliser et en le dénigrant. Hein, tu n'aurais jamais dû dire ça. Ça suppose vraiment, voilà, moi déjà à ta place, j'aurais mieux fait. Et en plus, ça suppose qu'on juge que ça a eu des conséquences terribles. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est constructif.
qu'est-ce qu'on pourrait plutôt dire? Bien, quand tu as dit ça ou quand tu m'as dit ça, bon, je me suis sentie mal, je me suis sentie blessée, peut-être que tu pensais bien faire. Mais voilà, moi, ce que ça m'a fait ressentir, en fait, quand tu as dit ça. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut venir dire à l'autre? Est-ce que tu ne penses pas que tu aurais pu agir autrement ou comment est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Voilà. En tout cas, on peut inviter plus aux questions en laissant toujours la possibilité à l'autre en fait, de s'exprimer. Et donc là, dans le deuxième cas, quand on va venir parler de ça, on va plutôt parler du comportement et pas vraiment de la personne, en fait, et pas l'intention de la personne. En fait, quand on ouvre en fait, le dialogue, on reconnaît à l'autre sa bonne volonté, mais en tout cas, on ouvre une voie à une amélioration future. Alors, dans l'exemple 2, ça va être, eh bien, tu ne peux pas dire ça. Donc, quand je dis à l'autre, tu ne peux pas dire ça, eh bien, je le prive en fait du droit de s'exprimer et de ressentir. Et en plus, voilà, sans prendre de gants, hein, tu ne peux pas dire ça. L'autre, il vient me partager quelque chose. Tout de suite, en fait, je lui coupe la possibilité de s'exprimer. Et donc là, je vais vraiment venir la jouer en frontal. Donc, ça va être, on suppose tout de suite que l'autre a tort. Donc, on sait que là, quand on parle là-dessus, que le ton va automatiquement monter. Mais qu'est-ce qu'on pourrait plutôt dire? C'est, écoute, là, dans ce que tu me dis, je demande à voir. Ouais, je demande à voir. Là, quand tu me dis ça, je ne suis pas forcément convaincue, mais je demande à voir. Et donc là, c'est plutôt savoir se mettre en position de retrait, en posture d'écoute, et permettre à l'autre d'aller au bout de ses arguments, en fait. Et donc, c'est savoir écouter, hein. Et quitte à conclure que sincèrement, en fait, vous avez un point de vue différent et que vous avez envie en fait, de le partager à l'autre à votre tour. Exemple 3, donc le fameux si j'étais toi, je ferais ça, ou si j'étais toi, j'aurais agi comme ça. Là aussi, hein, comme un peu dans le premier exemple, on empêche l'autre d'avoir son opinion. Donc en se mettant à la place, un peu comme une autorité, comme si on était une autorité suprême sur la personne. Donc oui, ça part d'une bonne intention parce que on a envie de donner un conseil en fait à la personne, hein, mais l'autre peut vraiment le recevoir comme une leçon en fait qui lui est donnée et du coup ça peut peut-être qu'il peut se sentir infantilisé en fait en entendant voilà, si j'étais toi je ferais ça. Ça suppose vraiment encore là que moi je sais mieux faire que toi et donc ça suppose aussi que je ne prends pas en compte la vision du monde de l'autre personne, que je ne prends pas en compte le fonctionnement de la personne qui est en face de moi. Quand je dis si j'étais toi, je ferais ça. Puisqu'en fait, personne ne peut savoir ce qu'on peut mieux faire que nous-mêmes, en fait. Donc ça c'est valable pour chacun des deux dans la relation. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire plus tôt? Ça va être, est-ce que tu as pensé à cette solution? Si vraiment, voilà, on a envie de proposer, et ça c'est complètement logique, d'aller donner son avis. Donc, mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à faire ça? Et puis du coup, en posant plutôt une question aussi, question ouverte. Voilà, est-ce que tu as pensé à ça? Ça va être plutôt oui, non, mais en tout cas, on laisse la possibilité à l'autre de s'exprimer. Donc, avec ces mots-là, vous ne vous substituez pas à lui, et puis vous ouvrez simplement des perspectives, des possibilités. Voilà, hein, est-ce que tu as pensé à cette solution? Parce que du coup, j'ai ça, moi, qui m'est venu. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, on laisse à l'autre son libre arbitre. Dans l'exemple numéro 4, donc, c'est le fameux bon, mais c'est super facile, de toute façon, là, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper, là, on va aller faire ça, et puis de toute façon, tu vas voir, c'est super facile, tu ne vas pas pouvoir te tromper. Bien là, quand on vient dire ça à l'autre, du coup, on nie la difficulté. Il y a une forme aussi de rabaissement en fait, de l'autre, hein, quand on vient lui dire mais c'est super facile. Peut-être que pour nous, en fait, quelque chose est super facile. Hein, ça peut être, voilà, je pense à faire de la cuisine, mais ça peut être un sport, ça peut être plein de choses en fait, hein, dans le couple. Mais ça sous-entend en fait qu'un enfant en fait, il pourrait y parvenir. Hein, quand c'est super facile, tu ne peux pas te tromper. Mais on en oublie en fait la relativité de l'effort. Donc pour nous, ça peut être facile, mais pour l'autre, ça peut être quelque chose en fait de complètement nouveau et pour laquelle c'est pas du tout évident pour lui. Donc la personne en face peut comprendre vraiment, débrouille-toi tout seul en fait. Enfin, voilà, débrouille-toi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire plutôt? Ça va être, oui, je comprends que ça puisse ne pas être évident, mais je vais t'expliquer. Voilà, ou qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu as envie de me partager là, ce que tu ressens? Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse, qui t'angoisse? C'est vrai que moi, quand je fais ça, je n'ai pas l'impression que ce soit compliqué, mais peut-être que toi, tu as besoin que je te détaille plus en fait, les étapes. Donc là, on montre qu'on comprend en fait que l'autre puisse ressentir de la difficulté, même si nous, on n'en ressent pas. Et puis, c'est être plutôt dans une posture d'écoute et d'aide. Et puis, ça va renforcer évidemment la coopération entre les deux, en fait, dans le couple, hein, de pouvoir partager ça. Si chacun partage ce qu'il sait bien faire et ce qu'il sait faire naturellement, c'est quelque chose qui peut être très riche. Alors, on va parler maintenant du fameux effet miroir. Je vous laisse apprécier l'image, mais qui illustre parfaitement cet effet miroir. Alors, qu'est-ce que l'effet miroir? Donc, l'autre, donc mon partenaire, vient me renvoyer à tout moment, en fait, ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est la même chose dans ma relation avec mes enfants, dans la relation à mon travail, dans ma relation à l'argent. En fait, c'est la même chose dans toutes mes relations. Donc, qu'est-ce qu'on peut venir extraire de ce fameux effet miroir? À chaque fois que je reproche quelque chose à l'autre, en fait, je ne parle que de moi-même. Je m'explique. Quand on va venir reprocher à l'autre, tu ne m'encourages jamais. Tu ne m'encourages jamais de toute façon. Ou tu n'es jamais content. Tu ne m'écoutes pas. Mais tu ne me comprends pas. Tu n'es jamais là pour moi. Eh bien, tout cela parle en réalité de nos propres besoins qui ne sont pas respectés, qu'on ne respecte pas nous-mêmes en fait. Et ça parle aussi de toutes nos blessures du passé, évidemment, qui ne sont pas guéries. Donc ce fameux effet miroir, il est extrêmement puissant. On va aller voir après un outil et vous allez mieux comprendre comment l'utiliser. Donc là, c'est une petite illustration sur justement, hein, tant qu'on n'a pas guéri nos blessures et tant que on ne respecte pas soi-même en fait ses propres besoins, donc tant qu'on ne se connaît pas en fait nous-mêmes, eh bien, on va toujours attendre de l'autre qu'il vienne nous compléter. Comme si en fait on n'était qu'une moitié et qu'on recherchait, hein, c'est ça dans cette fameuse expression, là, j'ai enfin trouvé ma moitié ou je recherche ma moitié, comme si en fait on était des demi-personnes qui allaient trouver une autre personne pour ne faire plus qu'un et pour rentrer totalement en fusion et ne faire qu'une entité. Donc là, sur la première ligne, on le voit bien, hein, il y a une orange voilà, qui est coupée en deux ou un citron et qui dit à l'autre voilà, je te présente ma moitié. Et puis en dessous, il y a Charlotte, en fait, qui dit, ça nous dit, le jour où Charlotte a cessé de se sentir comme une moitié, elle a aussi cessé de sortir avec des moitiés. Donc on voit bien que Charlotte, finalement, elle est venue trouver une banane, en fait, elle est venue trouver une autre personne, en fait, qui est complètement différente. Et ensemble, ils vont venir créer une relation. Mais créer une relation, on l'a bien vu, hein, comme les chats, c'est pas créer une seule entité, une fusion. Et ça, tant que l'on n'a pas, je le répète, guéri en fait, ce qu'on a à guérir, et tant qu'on ne se connaît pas, et tant qu'on ne connaît pas nos besoins, eh bien, on va attendre de l'autre en fait, qui vienne nous apporter tout ça. Et tant qu'on ne s'apporte pas de l'amour en fait soi-même, hein, ça va vraiment, c'est valable pour tout. Eh on va attendre de l'autre qui vienne combler en fait nos failles. Évidemment, tout cela est souvent inconscient. Enfin, tout cela est inconscient jusqu'à ce qu'on commence à mettre justement la lumière sur nous-mêmes et à se rendre compte que tout part de notre intérieur. Alors, je vous propose maintenant un petit outil donc, qui est la CNV. Enfin, un petit outil. La CNV, ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière, hein, tellement c'est riche. Donc, la CNV, c'est la communication non violente.
C'est quelque chose vraiment qui est très, très riche. Il y a beaucoup de livres là-dessus, beaucoup de conférences, etc. Mais là, j'ai vraiment extrait un outil qui est facile en fait à mettre en place dans le quotidien et qui constitue plutôt une base ou une introduction en fait à la CNV. Donc, qui va consister à venir exprimer en fait à l'autre ce qu'on ressent, ce que l'on ressent, et à venir lui faire en fait une demande, plutôt que d'être dans l'accusation, dans le fameux tu qui tue. Donc là, je vous ai pris un exemple. Par exemple, vous êtes habitué à ce que l'autre rentre tous les soirs vers 19h. Donc là, du coup, 19h, vous avez commencé à préparer à manger, etc. Et puis vous voyez qu'il est 20h et l'autre n'arrive pas. Et en plus, l'autre ne vous a pas prévenu. Donc quand la personne va arriver, peut-être que si vous êtes dans ce fameux système SAP, bien vous allez lui dire ah mais tu me saoules, j'ai même pas envie de toute façon j'ai même pas envie de te dire bonjour, tu me saoules. Voilà, j'ai pas envie de te voir, donc voilà, mais peut-être qu'après on va faire la tête en fait pendant une heure plutôt que de discuter en fait et d'expliquer à l'autre ce que l'on ressent en fait. On va tout de suite être dans l'attaque parce qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer ce qu'on ressent, donc ça va bouillir un peu comme une cocotte minute, et quand l'autre arrive, on lui saute dessus et puis on l'accuse en fait. Donc la CNV, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Donc elle nous apprend à s'exprimer de la manière suivante. Donc on pourrait dire à l'autre, écoute, quand tu rentres après 20h et qu'en plus tu ne me préviens pas, tu ne m'as pas prévenu, eh bien moi je me sens frustrée, je me sens en colère, parce que j'ai besoin de respect, j'ai besoin de considération, et puis parce qu'en plus, moi, j'avais préparé tout le repas, voilà, tout était prêt, et puis là, ça décale tout, et puis tu ne m'as pas prévenu. Est-ce que tu penses que la prochaine fois, tu pourrais m'envoyer un message, en fait, me prévenir quand tu as du retard? Donc là, on voit bien que on s'exprime à la première personne. Donc, on utilise bien le jeu en fait dans notre communication, et ça montre vraiment en fait notre positionnement et notre responsabilisation. Et quand on vient parler avec le jeu, tout de suite, ça devient moins agressif. Donc, je me sens frustrée et en colère, et évidemment, tout ça suppose que l'on connaisse soi-même un minimum ses propres émotions, parce que pour pouvoir les nommer, il faut bien d'abord les connaître et les avoir identifiées pour soi, en fait, avant de les transmettre à l'autre. Et il faut connaître aussi ses besoins, comme là, voilà, parce que j'ai besoin de respect, de considération. Évidemment, quand on ne connaît pas tout ça, ce n'est pas évident de l'exprimer, mais en tout cas, c'est une piste, voilà, justement, pour commencer à explorer tout ça. Et puis, sur la fin, on pose une question, là aussi, à l'autre, mais qui lui laisse aussi le choix, peut-être, de proposer lui-même, en fait, une autre solution. Donc là, je vous présente, c'est la roue des émotions, que vous pouvez retrouver sur Internet. Là, je l'ai pris de apprendre à éduquer.fr. Donc, c'est une roue qui est présentée aux enfants, mais vu qu'on ne l'a pas du tout appris justement nous-mêmes quand on était enfant, c'est intéressant de commencer aussi avec ces outils-là pour apprendre à mieux se connaître. Et donc, sur cette roue, on peut voir déjà les émotions principales, qui sont tristesse, colère, honte, joie, peur, dégoût. Et on peut y lire les causes, et surtout, on peut commencer à voir le besoin en fait qui est associé derrière chaque émotion. Donc, par exemple, derrière l'émotion de colère, on va plutôt retrouver des besoins d'écoute, des besoins de compréhension, des besoins de changement. Derrière la tristesse, on va plutôt y retrouver des besoins de réconfort, des besoins d'acceptation, des besoins d'amour, des besoins de pleurer, des besoins de parler. Derrière l'émotion de peur, on va plutôt retrouver des besoins de protection, d'aide, de réassurance. Voilà, donc c'est vraiment une roue qui peut commencer à vous aider justement à identifier mieux vos émotions et les besoins qui sont associés. Alors, si on combine les deux outils que l'on vient de voir,
les deux notions plutôt. Si on combine l'effet miroir avec la CNV, eh bien, ça va venir nous donner un outil qui est extrêmement puissant, donc qui est l'outil des schémas inconscients et qui est vraiment à la portée, à la portée de tous. C'est sûr que ça demande de l'appliquer, de se l'appliquer, de se l'appliquer. Voilà, ça demande de la répétition en fait. Ça demande vraiment de s'entraîner en fait à cet outil pour qu'il devienne, pour qu'il puisse libérer toute sa puissance. Mais une fois qu'on prend l'habitude de le faire, et puis après de toute façon ça se fait automatiquement en fait. Hein, c'est vraiment des nouveaux automatismes qui se créent. Eh bien, ça nous aide vraiment à venir débloquer des situations. Et en plus, ça nous apprend à aller lire en fait bien le message de nos émotions. Donc là, il y a vraiment voilà, plein d'usages dans cet outil. Donc, si on reprend notre fameux exemple, eh bien, quand tu rentres après 20 heures le soir, sans m'avoir prévenu, je me sens frustrée parce que j'ai besoin de reconnaissance. Eh bien, donc là, par contre, cet outil des schémas inconscients, ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un outil à faire soi-même. C'est un outil à faire soi-même. C'est un outil qu'on peut faire voilà, le soir en faisant un petit bilan de sa journée. Ou à un moment voilà, où on est plus calme, où on est tranquille. Après que l'on ait vécu en fait une émotion forte ou une émotion qui nous a dérangé, une émotion dite négative, entre guillemets, voilà, parce qu'évidemment, toutes les émotions sont bonnes à vivre, elles ont toutes des messages, mais quand je dis négative, c'est plutôt des émotions voilà, de colère, de frustration, des émotions de culpabilité. Donc, c'est vraiment un outil pour travailler tout seul, en fait. Voilà, pour venir se responsabiliser chacun. Eh bien, donc, quand on reprend cet exemple, quand tu rentres après 20 heures, donc on peut revenir le soir, hein, quand il est rentré après 20 heures sans m'avoir prévenu, eh bien, je me suis sentie frustrée, en colère. Bon, alors, quel est mon besoin derrière ça? Bah oui, parce que moi, j'ai besoin de respect, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de clarification, etc. Qu'est-ce que l'autre aurait dû faire? Et là, en fait, on s'autorise à faire toute la liste, tout ce qui sort. Tout dans le il aurait dû ou il devrait faire, en fait, vraiment, on déroule cette liste-là. Donc, il aurait dû faire plus attention à moi. De toute façon, il devrait plus me respecter en général. Il devrait mieux communiquer ou il devrait plus communiquer. Puis, il devrait écouter ce que je lui dis. Vraiment, on se fait toute cette liste. Et une fois que l'on a sorti toute cette liste de ce que l'autre devrait, eh bien, on va switcher et on va basculer sur le je. Donc, ça va donner je devrais faire plus attention à moi. Donc, on s'arrête sur cette première ligne. Waouh! Donc, quand il se passe ça, quand je ressens de la colère et de la frustration, eh bien, parce que j'ai besoin de clarté, j'ai besoin de précision, j'ai besoin de respect, en fait, qu'est-ce que ça vient me dire? Je devrais faire plus attention à moi. Voilà ce que cette émotion, en fait, elle vient nous dire. Et là, quand on se dit je devrais faire plus attention à moi, eh bien, c'est de se poser et de se demander dans notre vie, où est-ce qu'on ne fait pas attention à nous? Donc, ça peut être est-ce que vraiment je prends soin, est-ce que vraiment je prends soin de moi? Est-ce que vraiment je me respecte? Voilà, est-ce que je respecte mon rythme? Est-ce que je respecte mes besoins? Est-ce que je fais attention à moi dans mon travail? Est-ce que je fais attention à prendre du temps pour moi? Et en fait, pour chacune des lignes, voilà, on va venir sortir en fait ce que cette émotion en fait et ce que cette situation, ce que cette dispute est venue en fait nous dire. Et il y a toujours, forcément, toujours un, un message qui est constructif et qui est là en fait pour nous faire évoluer, si on veut bien l'entendre en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très puissant. Hein. Au plus vous allez le faire et au plus vous allez vous rendre compte de choses et au plus en fait ça va vous libérer. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire et à le refaire. Et quitte à vraiment attendre que l'émotion retombe et que vous soyez en meilleures conditions vraiment pour venir analyser ça. Parce que si vous êtes encore, si ça vient de se passer et vous êtes sous le coup de la colère, vous n'allez pas, vous allez pas pouvoir dérouler ça
d'une manière très constructive. Et puis, autre chose que je voulais vous dire, qui peut vous amener un peu plus loin aussi, c'est de vous demander finalement cette émotion de colère et de frustration que votre partenaire vous a fait ressentir et dans lequel donc, vous avez détecté que votre besoin de respect, votre besoin de clarté, etc., n'était pas respecté. Vous pouvez aussi vous poser la question de à quoi est-ce que ça vous renvoie? Est-ce que vous avez l'impression que vous ressentez régulièrement en fait cette émotion-là et que régulièrement vous revivez en fait cette scène, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit dans votre travail, que ce soit avec vos amis ou que ça fasse surtout en fait référence à une situation de votre passé. Est-ce que ça a été avec votre père, avec votre mère que vous avez plus ressenti ces émotions-là ou avec la personne qui vous a élevé? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va vous aider à remettre du sens en fait et de la conscience dans ce que vous vivez. Donc, qu'est-ce que la clé finalement dans la communication d'un couple? Eh bien, ça va être une communication authentique, responsable et consciente. Mais pour que la communication soit authentique, responsable et consciente, vous l'aurez bien compris qu'il faut que chacun soit authentique, responsable et conscient. Chacun est ensemble en fait. Donc chacun à l'autre bout de la relation et ensemble dans la relation. Donc évidemment, c'est tout un chemin, c'est tout un processus que l'on peut faire, on peut faire soi-même, seul, même si on est célibataire en fait. C'est quelque chose qui va nous aider vraiment dans notre prochain couple. Ou alors c'est quelque chose que l'on peut partager justement à deux dans le couple et de voir ce que l'un et l'autre apprend au fur et à mesure. Et c'est quelque chose qui peut être formidable de voir les changements en fait, qui s'opèrent les deux ensemble. Et en faisant comme ça, en plus, on devient une équipe. On ne devient pas un adversaire. On fait partie de la même équipe dans le couple. Et en faisant ça, ça nous tire vers le haut. Et puis, je voulais vous partager un texte que j'ai trouvé sur Internet, alors qui est de ce qu'on a partagé hier, de Emanuela Pacifi. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce texte-là et qui résume parfaitement, je trouve, en tout cas ce que j'ai voulu vous transmettre au travers de cette présentation. Donc je vous le lis. Donc je n'ai pas besoin de toi, mais j'ai envie d'être avec toi. Je n'ai pas d'espace vide à remplir, mais j'ai des espaces à partager. Je ne m'attends pas à ce que tu me rendes heureuse. Je veux sourire de ta joie et te faire sourire de la mienne. Je ne suis pas à toi et tu n'es pas à moi. Je suis complète même sans toi et tu es parfait même sans moi. Je ne mourrai pas si tu pars et tu n'arrêteras pas d'être heureux si je pars. Je ne te charge pas de la responsabilité de ma satisfaction personnelle. Je t'accueille comme miroir et messager et je t'offre mes yeux pour enquêter dans les tiens. Je ne t'attache ni ne me laisse pas attacher par le besoin d'être aimé ou par la peur de l'abandon. Je ne suis pas seule sans toi et tu n'es pas perdu sans moi. Nous sommes deux merveilleux et précieux univers, complets, parfaits, qui se rencontrent pour créer de nouveaux mondes. Je ne fermerai pas les portes et les fenêtres pour te garder à côté de moi. Je ne te laisserai pas limiter mon vol. J'honore ta liberté en choisissant la mienne chaque jour. Donc un très beau texte qui, je trouve, résume ce que j'ai voulu vous transmettre. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Donc moi, je propose 2 formules d'accompagnement. Donc, j'exerce en visio ou en présentiel sur Aix-en-Provence. Voilà, vous vous doutez bien que ces derniers mois, c'était en visio en fait, tout le temps, mais c'est quelque chose en fait qui se fait très bien
Et même si des personnes au début sont réticentes à la visio, bah, dès les premières minutes en fait, des séances, eh bien, elles se rendent compte bah, que les énergies en fait, passent très bien et que la transformation s'opère hein, malgré qu'on soit à distance et que même après une séance, en fait, on ne se rend même plus compte qu'on était en visio finalement. Donc, je propose des séances découvertes qui sont offertes, que vous pouvez réserver directement sur mon site internet carolineroux.fr. Vous pouvez également en réserver sur la plateforme Medoucine, donc qui est une plateforme de réservation un petit peu comme Doctolib, donc pour tout ce qui est médecine douce, médecine ou thérapie brève, donc comme la thérapie et le coaching. Et donc, dans cette séance découverte, eh bien, vous venez m'exposer voilà, ce que vous avez envie de changer dans votre vie, les domaines que vous avez envie d'améliorer. Et puis, je vous propose, moi, je vous présente mes 2 formules. En fait, soit il y a la formule OSE qui se réalise en 6 séances, donc qui est voilà, un boost de confiance en soi. Mais de toute façon, on fait la même chose dans les 2 accompagnements. C'est simplement que dans le métamorphose, il y a 12 séances. Donc, on va un petit peu plus loin, en fait, je vous accompagne un peu plus loin, en fait, dans votre transformation intérieure. Et vraiment, l'objectif de ces accompagnements, eh bien, c'est que vous soyez responsable hein, et pleinement autonome, et que vous ayez acquis suffisamment d'outils et surtout que vous ayez l'envie hein, d'aller creuser plus loin. Et voilà, c'est une transformation qui s'opère petit à petit. Mais quand on est accompagné, évidemment, ça va forcément plus vite. Et puis, l'objectif aussi de mes accompagnements, c'est surtout que vous vous reconnectiez à votre intuition. Donc, l'intuition, hein, c'est les messages qui nous arrivent, mais qui sont bloqués en fait par nos barrières mentales, hein, par notre brouhaha mental, voilà, par tout ce brouillard là épais qui est tu n'arriveras jamais, puis tu te rends compte de ce que tu as dit. Tout ce qui tourne en fait dans notre tête, quand il y a tout ça qui se dissipe, quand notre esprit en fait se fait plus clair, on a accès à d'autres informations qui sont beaucoup plus constructives en fait pour nous et qui nous tirent vers le haut, qui nous permettent d'évoluer. Donc, vous pouvez me joindre par téléphone, par mail. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, comme je l'ai dit. Vous me trouverez aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, LinkedIn et Instagram, sur Caroline Roux ou Caroline Roux Coaching. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt voilà, pour des conférences, pour des ateliers. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.